Venez voir la grande maquette sur le mur. Celle de la villa de Saint-Romain de Jalionas. C'est un des plus vastes et luxueux domaines agricoles que nous ayons découvert sur le territoire. Qu'est-ce que vous voulez dire par le mot villa? Il ne faut pas comprendre le terme villa comme on l'entend aujourd'hui. Les villae étaient de grandes propriétés très luxueuses, appartenant à d'anciens dignitaires gaulois ou à des hauts responsables romains. Ces villas étaient occupées par le maître, l'intendant, la famille et les esclaves. Et c'est ce type d'exploitation qui se trouvait à Saint-Romain de Jalionas. Oui. Nous avons découvert le site en 1967. Les fouilles ont alors révélé une occupation continue du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Pourquoi ont-ils choisi cet emplacement? Il y a beaucoup de terres cultivables dans le coin et l'eau ne manque pas. La villa était située à proximité du Rhône et l'un de ses affluents, le Girondan, ce qui permettait également l'acheminement des productions par voie fluviale. Ah oui, les autoroutes de l'époque. Dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait déjà alors un habitat en bois et en terre. Les abords de la rivière avaient été stabilisés et la clairière était cultivée. Ce qui a permis d'y installer une luxueuse villa. Oui, vers 40 ans avant notre ère. Cette luxueuse villa est elle-même rasée vers 15 après Jésus-Christ et remplacée par un véritable palais rural. Et qu'est-ce qu'on y cultive? Du blé, de l'orge. On élève aussi des porcs et des bœufs. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on y développe aussi l'artisanat à partir du 1er siècle. Quel type d'artisanat? Du textile, de la céramique. Regardez donc cette maquette. On distingue bien les deux parties de la villa. La pars urbana, qui était la résidence du maître du domaine, et la pars rustica, qui était le lieu dévolu aux activités agricoles. C'était une habitation très fastueuse, comparable aux grandes habitations des villes. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elle était décorée par des mosaïques, du marbre, des peintures murales et des statues. Le domaine comportait en plus des thermes et une piscine extérieure immense. Le domaine devait donc être particulièrement grand? Oui, il faisait environ 250 hectares. Et ces morceaux de colonnes, là, dans la vitrine, faisaient-elles partie du palais? Oui, d'ailleurs, ces quelques morceaux de fûts de colonnes témoignent bien de l'adoption des styles architecturaux romains dans la région. Voyez ce fragment de chapiteau corinthien là-bas. Ce style de décoration des chapiteaux, avec ses deux rangées de feuilles d'acanthe, est typique de l'architecture gréco-romaine. Et là, ce tuyau, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un tuyau de canalisation en plomb qui provient de Marigneux. Encore un signe de l'adoption des nouvelles technologies romaines sur le territoire. Le fameux réseau de distribution d'eau. Eh oui, mais leur tuyau avait le défaut d'être en plomb. Les Romains souffraient donc souvent d'une maladie appelée le saturnisme. Et là, l'autre maquette? Là, il s'agit de la reconstitution d'un habitat rural que nous avons découvert à Mépieux, non loin de là. Elle est beaucoup plus petite que la villa. Les richesses demeuraient en effet inégalement réparties. Cette maquette représente l'habitat de petits agriculteurs gallo-romains. Et en effet, ce n'était pas aussi luxueux que dans la villa. Ces paysans gaulois, ils étaient propriétaires de leurs terres? Oui. Certains habitants pouvaient bénéficier de petits lopins de terre comme celui-ci. Ils étaient souvent situés autour des grands domaines d'exploitation. Mais venez voir vers les grandes vitrines là, cette carte, que je vous parle des grandes heures du monde romain. Elle vous montre bien ce que je vous disais tout à l'heure sur les routes commerciales et la situation géographique avantageuse du territoire de l'île Crémieux. Tout passe en effet par le Rhône et Marseille. Oui, et l'on importe comme ça facilement des marchandises depuis l'Italie et d'autres provinces de l'Empire. On exporte aussi beaucoup depuis la Gaule, citée comme une des contrées les plus fertiles et les plus riches. Regardez toutes ces monnaies et ces poids retrouvés sur le plateau de l'Arena. Ils témoignent de l'importance du commerce dans la région. Des poids? Eh oui, pour les balances. Les provinces romaines ont adopté les mêmes mesures et la même monnaie que Rome afin de faciliter les échanges commerciaux. La livre romaine, divisible en 12 onces, est partout utilisée dans le monde romain. Le commerce est alors particulièrement prospère pendant la Pax Romana. La Pax Romana? Oui, la paix romaine, si vous voulez. C'est une période de paix, d'unité politique et administrative au sein de l'Empire, qui va permettre le développement de l'agriculture, de l'artisanat, des villes et encore du commerce. Et combien de temps va durer cette Pax Romana?
Cette période de stabilité va durer près de 3 siècles, jusqu'au milieu du IIIe siècle. L'Empire doit alors faire face aux premières incursions germaniques. Et que se passe-t-il ensuite? L'Empire romain subit donc une grande période d'instabilité politique et de crise économique. Cela fragilise l'Empire qui, je vous le disais, doit affronter en même temps les premières invasions de peuples barbares. Des barbares? Eh oui, les Romains désignent ainsi tous les peuples qui entourent l'Empire. C'est en fait un terme emprunté au grec qui signifie non-grec. Je pourrais vous en parler plus longuement, mais je m'égare un peu de mon sujet.